Miss Parks, are you a witch? Yes, I am. Is there a law against that? Control yourself! Bonsoir, créatures de la nuit, et bienvenue dans le Green Girls Podcast, l'endroit où on parle de films d'horreur, de personnages féminins et de thématiques liées à celles-ci. En ce mois de septembre, j'aimerais vous parler de Sorcières, d'un film en particulier, mais d'abord, j'aimerais bien qu'on discute un petit peu de sorcellerie de manière générale. On en a déjà discuté dans le podcast avec l'épisode sur Fear Street. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore écouté, je le conseille. Je crois que c'est un de mes épisodes préférés sur lequel j'ai travaillé jusqu'ici. Aujourd'hui, avant d'introduire les films du jour, je voulais donc faire un petit rappel sur ce qu'est la sorcellerie, ce qu'elle est aujourd'hui, et puis un peu l'évolution de la sorcière en tant que telle dans le monde occidental. Non, vous n'allez pas assister à un cours d'histoire, c'est juste une petite intro sympa pour remettre un peu de contexte. Déjà, dans le mot sorcière, il y a des connotations qu'on n'a pas dans d'autres langues, comme en anglais par exemple. Ce mot sorcière, ça évoque une personne qui s'identifie au genre femme. Il s'agit donc d'une femme qui pratique la magie, la sorcellerie. Historiquement par contre, on a recensé des hommes qui eux aussi pratiquaient la sorcellerie. Seulement, les chasses aux sorcières historiques ont touché principalement des femmes, ou en tout cas certaines féministes brandissent cela comme preuve que les femmes ont été persécutées pour être hors de la norme depuis des siècles. Parce que justement, comme on l'avait vu, les femmes accusées d'être des sorcières étaient bien souvent des femmes qui ne rentraient tout simplement pas dans les rôles imposés à l'époque, c'est-à-dire notamment dans le rôle de la mère au foyer, sage, hétérosexuelle, mais attention, dont les désirs sexuels ne sont quand même pas trop dévoilés. La phrase que j'aime beaucoup, qui sort tout droit du livre Sorcières, puissance invaincue des femmes de Mona Chollet, elle résume très bien ce que je viens de dire. Toute tête féminine qui dépassait pouvait susciter des vocations de chasseur de sorcières. En gros, avoir un fort caractère, répondre à son voisin, ne pas avoir d'enfants ou ne pas vouloir se marier, avoir une sexualité un peu trop libre, entre guillemets évidemment, tout ça, c'était pris comme excuse pour éliminer celles qui ne rentraient pas dans les cases. La plupart des chasses aux sorcières, elles se sont produites entre le 15 et le 16e siècle, bien que elles ont commencé déjà dès le 13e siècle, et menées par l'Église et les pouvoirs politiques. L'Église, elle était surtout impliquée dans un combat, celui de combattre l'invocation des démons et les personnes ayant pactisé avec le diable. Si des écrits donnent un chiffre sur le nombre de victimes, c'est en fait finalement assez difficile de dénombrer combien de personnes ont été victimes de ces exécutions. Parce que oui, même si on parlait de procès à ce moment-là, ils se soldaient toujours, ou en tout cas très souvent, par des exécutions. Chollet, elle explique que ces fameuses chasses aux sorcières sont le reflet de la cruauté de l'humanité, de la recherche continue de boucs émissaires au malheur, ce qui justifie alors des actes de discrimination et de violence. Ces chasses, elles ont profondément marqué l'histoire et les mémoires. Si les femmes accusées à l'époque c'était des personnes lambda, des mouvements féministes se sont petit à petit réappropriés cette figure de la sorcière. On a vu des collectifs comme le Women's International Terrorist Conspiracy from Hell, ou WITCH, donc Witch en acronyme, voir le jour depuis les années 60. Habillées comme les sorcières traditionnelles, donc en fait avec, vous savez, les petits chapeaux pointus noirs, elles scandaient des slogans comme « Faites attention, les sorcières sont revenues ». Il y a aussi beaucoup de théories qui lient capitalisme et chasse aux sorcières. Silvia Federici, par exemple, elle a écrit là-dessus dans son livre Caliban et la sorcière. L'idée, ce serait en fait que le capitalisme n'aurait pas pu exister sans la persécution des femmes et de leur corps, persécutions qui ont été largement menées, notamment durant les chasses aux sorcières. Petit à petit, il y a eu une vraie réhabilitation de la sorcière qui devient progressivement une figure de femme forte, puissante, qui se dresse contre les oppressions patriarcales. C'est comme ça qu'on tend à voir la sorcière aujourd'hui, une femme puissante, indépendante, à l'écoute du monde et de l'univers qui se réapproprie un pouvoir sur sa vie. Taous Merakchi, autrice, dit que se définir sorcière aujourd'hui, c'est
réaffirmer cette indépendance, cette capacité que nous avons à régler les problèmes nous-mêmes, à atteindre nos buts, nos objectifs, et à lutter contre ce qui nous enferme et nous minimise. Aujourd'hui, la sorcière, elle existe toujours, et elle est d'ailleurs multiple. Lorsqu'une personne désire devenir sorcière, elle découvrira, au fil du temps, quel type de sorcière elle est. Plutôt proche de la nature, de la divination, des sorcières grises, traditionnelles. Il y a plein de façons d'être une sorcière, comme il y a plein de façons de faire la sorcellerie. Parce que oui, la sorcellerie, c'est en soi pas une religion, mais c'est une pratique. Par contre, certaines sorcières, les Wiccans par exemple, elles suivent une religion païenne. Alors les païens et les païennes ne croient pas en un seul dieu, mais plutôt en un dieu et une déesse, parfois même plusieurs. Au sein du paganisme, on a plein de religions différentes, dont donc la Wicca, qui vénère le dieu soleil et la déesse lune, ainsi que d'autres divinités. La sorcellerie, elle, en elle-même, elle va pas suivre de religion. Elle implique la mise en œuvre de compétences magiques propres à chaque personne. J'espère que, avec tout ça, ces termes sont un petit peu plus clairs pour vous. Comme Taous Merakchi le dit si bien dans son livre Witch Please, la sorcellerie, c'est une pratique personnelle. Chaque personne pratique à sa façon, tout en étant toujours consciente de son pouvoir, confiance en soi et en sa spiritualité. La sorcière moderne, elle a généralement besoin de tout un attirail pour pouvoir pratiquer sa magie. Encens, mortier, autel, bougies, certaines plantes. Tout cet attirail sert à la sorcière pour jeter un sort, c'est-à-dire manifester une intention. En gros, jeter un sort, c'est en fait demander à l'univers de nous aider un petit peu par rapport à telle ou telle intention. En fonction de celle-ci, il existe des correspondances. Par exemple, la lavande, elle va aider au calme et à la sérénité, le trèfle à la chance, etc. Ça, c'est des choses qui sont très connues, mais il y a énormément de correspondances qui existent. Pour pratiquer, eh bien en fait, il suffit d'y croire. Et aujourd'hui, croyez-moi, il existe une véritable communauté de sorcières, qu'elles se cachent ou s'affichent, elles et leurs pratiques, sur les réseaux sociaux notamment. On peut décider d'y croire ou pas, moi je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant et de fort dans le désir de se reconnecter au monde qui nous entoure, et surtout de croire en fait, coûte que coûte, en sa puissance et en son énergie. Mais pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça ? Eh bien parce que le film dont j'avais envie de vous parler présente très clairement des personnages féminins qui sont des sorcières modernes, en tout cas des années 90 et puis après d'aujourd'hui, et dont les pouvoirs sont des représentations de leurs différentes façons de reprendre le pouvoir sur leur vie. Classique, iconique encore de nos jours, on va d'abord parler de The Craft. To the other kids at St. Bernard Academy, they were the girls who didn't belong. Whatever you do, stay away from them. Why? They're witches. But after years of being on the outside, Why'd you lie about me? I don't want to go out with you again. Please stop begging. It's pathetic. 4 girls are about to discover the dark side. You ever heard of invoking the spirit? Black magic. We can make things happen. I mean, this is it. This is real. Columbia Pictures welcomes you to the Witching Hour. Check it out. Her spell is working. Sit. The Craft. Girls, watch out for those weirdos. We are the weirdos, mister. The Craft est un film réalisé par Andrew Fleming et écrit par lui-même avec Peter Filardi. Il est sorti en 1996 et comporte un plutôt beau casting avec notamment 2 actrices qu'on retrouve dans Scream qui est sorti d'ailleurs la même année, c'est-à-dire Neve Campbell et Skid Ulrich. On peut y retrouver aussi Robin Tunney.
Ce film, il est encore aujourd'hui considéré comme un classique film de sorcière, y compris par moi, et il est, d'après moi, parfait pour les vibes pré-automnales du mois de septembre. Il sort à un moment où la sorcellerie et l'occulte font beaucoup de curieux et de curieuses. The Craft s'ouvre sur Sarah, qui vient de déménager dans une nouvelle maison avec son père et sa mère. Le jour de la rentrée scolaire, elle croise Chris, un mec plutôt beau gosse qui joue au rugby, mais aussi 3 autres jeunes femmes de son âge ostracisées et considérées comme bizarres. Nancy, Rochelle et Bonnie. D'entrée de jeu, elles sont présentées à Sarah comme des sorcières. Un jour, en classe, Bonnie assiste à une démonstration involontaire de sorcellerie de la part de Sarah et elle ira prévenir ses 2 amies. À partir de ce moment-là, Nancy, Rochelle et Bonnie vont être convaincues que Sarah est la sorcière qu'elles attendaient, la 4e membre de leur coven, soit leur petit groupe de sorcières. Sarah va accepter de les rejoindre et ensemble, elles vont apprendre et pratiquer leur magie plus puissante et complète, toutes ensemble. As above, so below. Dans ce film, la sorcellerie, elle est montrée comme je vous l'avais décrite. On a un grand lien avec la nature dans les scènes où elles se rassemblent en cercle dans la forêt pour s'y connecter, mais aussi lorsqu'elles se réunissent sur la plage et semblent prendre de leur force dans les éléments autour d'elles, soit le vent et l'eau de la mer. Les outils qu'elles utilisent consistent à la base de l'attirail de la sorcière moderne, c'est-à-dire des grimoires pour écrire leurs sorts, des livres pour apprendre, des bougies de différentes couleurs, des herbes à brûler ou à utiliser dans des sorts, des cristaux, des cercles et d'autres symboles. On est vraiment dans ce qu'on connaît et ce qui existe par rapport à la sorcellerie. Et donc ça témoigne aussi déjà un minimum de recherche. On n'est pas sur les représentations de vieilles femmes qui utilisent des trucs dégueux genre de la bave de crapaud, des araignées, etc. Justement, les sorcières, elles respectent la nature. D'ailleurs, on est ici sur une représentation d'ados utilisant la magie, ce qui a d'ailleurs fait que le film a été classé R aux États-Unis lors de sa sortie, alors que le réalisateur voulait plutôt un PG-13. Petit rappel pour les personnes qui ne s'y retrouvent plus par rapport aux classifications aux États-Unis, et en vrai je comprends. La classification R, c'est pour les Restricted Films, donc les films où les mineurs doivent être accompagnés pour voir le film. Je trouve ça un peu dingue que The Craft était un film classé R, mais bon, après... Au cas où vous ne le saviez pas, Breakfast Club aussi. Franchement, la logique, je ne vois pas. PG-13 désigne des films dont certains thèmes peuvent être inappropriés aux enfants de moins de 13 ans à cause surtout de scènes à caractère violent. Des films comme Le Seigneur des Anneaux ou Jurassic Park sont donc des films PG-13. Je le mentionne parce que je trouve ça assez intéressant de directement classifier un film comme étant choquant à cause du fait que des adolescentes utilisent de la magie. Même si en vrai je comprends un petit peu parce que effectivement il y a bien un meurtre et des agressions sexistes et sexuelles qui sont quand même assez suggérées. Alors pourquoi parler de The Craft dans cet épisode ? Eh bien c'est pas une surprise, mais le film il explore pas mal de thématiques hyper intéressantes liées au sexisme, au slut-shaming, à la sororité et à la puissance des jeunes femmes. Des personnages que je trouve par ailleurs très réalistes et bien écrites, bien que malheureusement manquant encore un peu de profondeur. Même si le film est évidemment loin d'être parfait, surtout sur son dernier acte. Mais on va en parler, ne vous en faites pas. C'est très clair dès le début du film que Nancy, Rochelle et Bonnie sont ostracisées. Elles ont toutes les 3 quelque chose qui font qu'elles sont différentes des autres, et de ce fait mises à l'écart et même carrément bullied. On a Nancy, qui est la plus gothique de toutes. Elle est très active sexuellement, elle a un franc-parler et sa situation familiale est compliquée, avec peu d'argent et un beau-père violent et très sexiste. Elle est traitée de major slut, donc de grosse traînée par des gens à l'école. Des mecs disent qu'elle fait peur, qu'on dirait Satan. Rochelle, elle est victime de racisme par certaines personnes de l'école. Bonnie, elle a des cicatrices sur tout le corps, on ne sait pas exactement d'où elles viennent, mais elles font qu'elle n'a pas confiance en elle, qu'elle se renferme, elle se tient toujours voûtée comme si elle voulait disparaître. Quant à Sarah, elle s'intègre parfaitement à ce groupe, pas seulement parce qu'elle fait également de la sorcellerie, mais parce qu'elle souffre, elle aussi intérieurement, de troubles de santé mentale. Ces jeunes femmes se rassemblent entre elles autour de plusieurs choses communes. La sorcellerie et les oppressions, de différentes natures, mais des oppressions quand même. On a évidemment énormément d'empathie pour toutes ces femmes,
Elles endurent des choses difficiles et surtout auxquelles on peut s'identifier en tant que spectatrice, mais plus spécifiquement en tant que femme sur certains sujets, dont le slut-shaming. Alors pour rappel, le slut-shaming, c'est le fait de critiquer quelqu'un, très souvent les femmes, d'être trop sexuelle, et donc de ne pas être dans la norme sexuelle qui est attendue d'elles. Elles auraient eu trop de rapports, trop de partenaires, ou alors elles parleraient trop de sexe. Ensemble, elles et leur sorcellerie sont plus puissantes. Elles se soutiennent, elles pratiquent ensemble, elles s'appellent sisters, donc sœurs entre elles. Elles font des soirées pyjama et elles sont là les unes pour les autres. Parlons un petit peu des personnages masculins dans le film. Les hommes les plus présents sont Chris, le gars de l'école donc, ainsi que le beau-père de Nancy et un homme lambda qui poursuit Sarah de chez elle à la rue. Ces trois hommes ont trois profils assez différents. L'un est un ado, l'autre une figure paternelle, ou en tout cas il est censé l'être, et le troisième c'est un total inconnu. Ils sont tous les trois des facettes différentes du patriarcat, représentant un danger, une menace à nos quatre protagonistes féminins. Commençons par le mec random. Celui-ci, il entre chez Sarah avec un serpent et il manque de l'agresser. Plus tard, elle le recroisera dans la rue et il la poursuit. Les quatre sorcières manifesteront sa mort par collision avec une voiture, ce qui arrive d'ailleurs, et c'est un petit peu ça qui va faire qu'elles vont se rendre compte que leur magie est plus puissante ensemble. Ensuite, on a le beau-père de Nancy, dont on ne connaît pas le nom, il me semble. Je ne m'en souviens plus en tout cas, et c'est pas forcément important. On le rencontre dans une scène où on voit l'intérieur de chez Nancy, qui est un appart miteux qui fuit, et où le gars ne fait, évidemment, aucune tâche pour aider sa meuf. Le seul truc qu'on le voit faire, c'est reluquer Nancy, vraiment très cringe, et insulter les femmes de la maison. Pour protéger sa mère et pour se protéger elle-même, Nancy lui provoquera une crise cardiaque. Cet incident les sortira, elle et sa mère, de la pauvreté, puisqu'elles héritent d'une grosse somme d'argent. Il n'y a pas nécessairement d'emphase prononcée sur la relation entre Nancy et sa mère, mais on dirait pas qu'elle ait de gros problèmes avec elle, ce que je trouve quand même plutôt cool. Et puis on a Chris, qui est un plus gros morceau. Lorsque Sarah arrive dans sa nouvelle école, Chris, c'est vraiment la première interaction qu'elle a. Elle le trouve plutôt gentil, plutôt beau, mais les trois autres, surtout Nancy, la mettent en garde contre lui. Et en effet, il se trouve que ce n'est pas un acte motivé par une quelconque jalousie. Après un date où Chris et Sarah s'embrassent, où il lui propose de rentrer chez lui et où elle refuse, il se trouve que Chris répand la rumeur le lendemain à l'école qu'ils ont couché ensemble et qu'elle était très nulle. Alors, on peut tous et toutes, je pense, le juger. Bonjour monsieur le connard. Elle ira le confronter et il se moquera d'elle. On a quelque chose d'intéressant et de triste où Sarah admet qu'elle aurait tout de même aimé qu'il l'apprécie, ce qu'elle trouve pathétique. Elle décidera de lui lancer un sort qui le fera tomber amoureux d'elle. C'est surtout un sort qu'elle utilise pour se servir de lui, un sort de vengeance, comme pour lui faire porter ses livres de cours par exemple. Malheureusement, le sort il va tourner assez mal et il va avoir une obsession pour elle, jusqu'à la réveiller à 3h du matin pour lui dire qu'il l'aime et il ira même jusqu'à presque l'agresser sexuellement. Ce que j'aime avec cette intrigue, c'est ce qui se passe par la suite. On a une scène, qui est d'ailleurs très iconique, où Sarah rentre de ce date qui a très mal tourné et elle explique en pleurs ce qui s'est passé à ses amis. En colère, Nancy décide de le retrouver, de l'attaquer en lui faisant croire qu'elle est Sarah, puis en déchaînant sa rage sur lui dans une scène vraiment iconique. You're a witch! They were right. They usually are. Nancy, come on, get off the bed, let's go. She's a witch too, you know. I mean, the only reason you're in love with her is because she cast a spell on you. No. Yes. Sad but true. That's why I'm here. To help you forget about it. What do you care? Nancy, get off the bed. Look, you scared the shit out of him. Thank you very much. Let's go. No. He's gotta pay. You're just jealous. Jealous? Jealous? You don't even exist to me! You don't even exist. You are nothing. You are shit. You don't exist.
The only way you know how to treat women is by treating them like whores when you're the whore! And that's gonna stop! Do you understand? You understand what I'm saying? I'm sorry. He's sorry! Oh, he's sorry! He's sorry! He's sorry! He's sorry! He's sorry! He's sorry! Sorry, Mama! Dans cette scène, malgré le fait que Sarah lui dise d'arrêter, Nancy continue en disant qu'il doit payer et que ses excuses ne valent absolument rien. C'est contre Chris, mais aussi contre le slut-shaming qu'elle et ses amis ont subi, qu'elle s'énerve. Jusqu'à tuer Chris, après lui avoir dit que la seule façon qu'il a de traiter les femmes, c'est de s'en servir comme des corps et des objets sexuels. En définitive, les seules personnes qu'elle tue sont des hommes, des connards, des creeps violents et dangereux pour elle et pour les femmes. Elles utilisent la magie à la fois ensemble et séparément pour arriver à leur fin, mais à des fins en soi non maléfiques. Chacune utilise sa magie pour reprendre le pouvoir sur leur vie, en faisant face à leurs propres traumas et difficultés. Nancy, en défense et manifestation pour sortir de sa condition ainsi que pour se venger d'un mec qui s'est joué d'elle, Rochelle contre l'une des meufs qui la traite avec racisme, Bonnie en faisant disparaître ses cicatrices et donc en devenant plus confiante en son corps, et Sarah en se servant d'un type qui s'est moqué d'elle et qui l'a humiliée. Jusqu'ici, on a donc un film avec des personnages féminins qui regagnent du pouvoir et de l'autonomie dans une société qui essaye tant bien que mal de supprimer cette autonomie. Elle se dresse contre la misogynie en éliminant des hommes sexistes, ce qui est un symbolisme encore et toujours d'actualité. En plus, on a des parallèles avec la culture goth, représentée principalement par Nancy, mais aussi par les autres protagonistes féminins. En effet, la sorcellerie et la culture goth vont vraiment de pair dans ce film. Être gothique, c'est rejeter les cases dans lesquelles la société tend à vouloir nous enfermer pour embrasser sa propre singularité, son style, et donc célébrer l'individualité, l'authenticité et l'expression de soi de chaque personne. Comme tout le monde peut devenir witch, tout le monde peut devenir goth. Peu importe sa couleur de peau, son genre ou encore son milieu socio-économique. Ce sont donc des communautés rassembleuses contre une culture de la norme et des cases. Ces communautés permettent à Sarah de s'intégrer dans un nouvel environnement, de se faire de nouvelles amies, de se trouver et se définir elle-même en même temps qu'elle apprend à utiliser et à maîtriser ses pouvoirs. Je ne vais pas du tout faire un historique de la culture gothique, je voulais simplement le mentionner en lien à la sorcellerie parce que c'est quelque chose de singulier dans ce film et que ça vaut vraiment le mérite d'être mentionné. Il y a beaucoup à dire sur The Crafts, comme vous l'avez entendu, et j'ai majoritairement des choses positives à en dire. Malheureusement, le film, il est pas parfait, et j'ai bien vu que je ne suis pas la seule à avoir un souci avec la dernière partie du film, dont je vais vous parler maintenant. Alors si certaines personnes reprochent à cette partie finale d'être rushée et sous-développée, je suis d'accord avec ça, mais je suis encore plus d'accord avec une critique que je vais vous expliquer, mais pour ça, il faut que je vous explique ce qui se passe à la fin. Du coup, bon, j'avais quand même déjà révélé des éléments de l'intrigue, mais là, si vous n'avez pas vu le film, je vais vraiment parler de la fin, donc ça va spoiler. Vous êtes prévenus, si vous ne l'avez pas vu, arrêtez l'épisode, allez voir le film, et puis revenez et on en parle. Après que Chris ait été tué, Nancy semble vouloir de plus en plus de pouvoir, ce qui fait peur à Sarah. Elle pense à quitter le groupe et c'est précisément ce qui va faire que Nancy, Rochelle et Bonnie vont se retourner contre elle, la menaçant d'abord qu'une sorcière ne trahit jamais son coven. L'espèce de combat final se passe chez Sarah, où les trois sorcières débarquent et essayent de tuer Sarah avec leur pouvoir, mais elle réussit à lutter et à leur jeter un sort, notamment en neutralisant les pouvoirs de Nancy. Nancy qui finit d'ailleurs en hôpital psychiatrique. Le revirement de Nancy, Rochelle et Bonnie, le fait que soudain la sororité installée pendant tout le film est brisée, c'est quelque chose d'extrêmement dommage, je trouve, qui va vraiment à l'encontre de tout ce qui avait été construit. J'aime vraiment pas le fait que les filles se retournent les unes contre les autres plutôt que de continuer à se soutenir, ça a pas vraiment de sens. Comme je l'ai dit sur Letterboxd d'ailleurs, j'aurais aimé qu'elles puissent continuer leur truc ensemble, c'est-à-dire ensorceler des racistes et des connards misogynes. Est-ce que c'est trop demandé, franchement ? Du coup, ce dernier acte, il me rappelle qu'on est en présence d'un film qui a été écrit par des hommes,
Ils avaient plutôt bien géré jusque-là, mais du coup là, ils ont complètement ruiné leur fin. On a un peu l'impression que ces jeunes femmes finissent par être punies pour leur recherche de pouvoir et de contrôle. Parce que comme je l'ai dit, Rochelle, Bonnie et Nancy, elles se retrouvent privées de leur pouvoir par un sort de Sarah. Et en plus, Nancy, elle est en effet enfermée parce qu'elle est considérée comme folle. Une femme qui veut du pouvoir et qui se donne pour y arriver, ça veut dire qu'elle est cinglée ? C'est bizarre comme message. Bref, ça n'empêche que je continue d'adorer ce film pour les raisons que j'ai citées jusqu'avant. Mais je suis quand même frustrée par sa fin. Vous pouvez bien le comprendre, et je suppose que je suis pas la seule. Et puis ensuite, j'ai vu qu'il y avait une sorte de suite, reboot, remake, réalisé et écrit par une femme. Forcément, j'ai été intriguée de voir ce que cette relecture allait amener, et si la fin désastreuse de l'original pouvait être sauvée. Okay. Alright, let's do this. I know it feels fast, but it's nice, isn't it? To have a family unit. Come on in to meet the boys. They're really excited to meet you. How you feeling about school? You can meet some new friends. I know why the caged bird sings. Wow, that is super nasty. All right, enough. Settle down. Hey, it happens to everyone. He's made us all cry at one point or another. You should come over after school. What is all this? This is a ceremony to celebrate you. Why would you celebrate me? Because you're out fourth. Just in time for first period. This is all just a little crazy. Half the battle of having powers is believing you do. That's why covens have always been important. If we can do that, what else can we do? We need to put a spell on Timmy. We don't want to hurt him though, right? She's right. The number one rule of the craft: if a person is a danger to herself or others, they will be bound. I was starting to get a little worried. Sorry, I was just hanging out with my friends. We've gone too far. Was this just like some game to you? Oh, no. I feel different. Be careful. A lot of weirdos out here. We are the weirdos, mister. Le film The Craft Legacy a été réalisé et écrit par Zoe Lister-Jones et sorti en 2020. Andrew Fleming fait d'ailleurs partie des producteurs exécutifs. Les figures connues ici sont Kaylee Spaeny, que vous avez vu dans Alien Romulus, Michelle Monaghan et David Duchovny. Le projet d'une suite à The Craft, il avait déjà débuté quelques années après la sortie du film, et il y a eu des pourparlers jusqu'en 2016 où Leigh Janiak, dont on a déjà parlé puisque c'est elle qui a réalisé la trilogie Fear Street, était prétendue pour réaliser cette suite. Finalement, c'est Blumhouse qui annonce en 2019 qu'il y a enfin un projet concret de faire un remake qui a finalement été transformé en une sorte de reboot après de mauvais retours des fans de l'original. Ça partait donc sur des bases assez instables. Mais du coup, de quoi ça parle Legacy ? On est sur une histoire qui est très similaire à l'original, avec évidemment des modifications. Lily, elle déménage avec sa mère pour habiter avec le copain de celle-ci et ses 3 fils. L'adolescente arrive alors dans une nouvelle école et va rencontrer 3 apprenties sorcières avec qui elle va se lier d'amitié et va apprendre la sorcellerie. Les grandes lignes sont donc très semblables, mais il y a évidemment des différences.
la réalisatrice voulait faire une relecture de l'original plus moderne. Je vais donc vous expliquer un petit peu où se situent ces différences et où les similarités. Dans cette version, les 4 jeunes femmes commencent à se parler non pas parce que Bonnie a été témoin des pouvoirs de Sarah, plutôt on a une scène que j'ai d'ailleurs trouvée très intéressante et plutôt pas mal, où Lily, donc la Sarah de cette version, se fait moquer par des garçons de sa classe et surtout par un en particulier qui s'appelle Timmy, parce que ses règles décident de faire coucou et que du coup elle a une grosse tache de sang sur le pantalon. Hyper gênée et choquée des moqueries, elle s'enfuit dans les toilettes où elle sera rattrapée par nos 3 jeunes sorcières dans un beau moment de sororité. Elle lui prête un short propre et la console, notamment en lui disant qu'elle ne doit pas verser de larmes pour le bully en question qui reviendra, le Chris de cette version si je peux dire, donc Timmy. C'est, je pense, une de mes scènes préférées du film, même si le dialogue reste inégal, et il le sera d'ailleurs pendant toute la durée du film. Il y a quelques belles scènes par-ci par-là entre les 4 filles, mais aussi entre Lily et sa mère, une complicité qui fait quand même plaisir à voir et qui pour le coup est totalement absente de l'original. Bref, à partir de là, les 4 jeunes femmes vont se lier d'amitié et Lily va intégrer leur coven. On a une espèce de montage où elles apprennent ensemble à pratiquer la magie. Et là, c'est un peu un des bémols du film. On n'apprend pas tant à connaître ces femmes. À part Lily, avec qui on passe plus de temps, les autres, elles ont pas tant d'histoire ni de personnalité bien définie. D'ailleurs, pour certaines, comme la personnage racisée, on n'apprend pas leur nom avant genre la moitié du film, et c'est vraiment dommage. Après, c'est plutôt cool qu'on ait représentation d'une jeune femme trans dans le personnage de Lou, qui rabroue d'ailleurs Frankie, une autre du Coven, quand elle dit que les femmes ont déjà de la magie en elles, par le fait qu'elles puissent s'enfanter. J'avoue que quand j'ai entendu ça, je me suis dit, est-ce que j'ai bien compris ? Mais au moins, on a un personnage qui lui met un petit stop et qui lui dit que elle abuse un petit peu. Il y a Tabby, la sorcière racisée, dont les problématiques liées au racisme sont abordées en une phrase, et en vrai, ça a du bon parce que, en un sens, on a une personnage noire dont la problématique principale n'est pas la couleur de peau, mais en même temps, quels sont ses enjeux à elle ? Qui elle est ? Et c'est pareil pour les autres sorcières du groupe, on les connaît pas vraiment. De plus, on se demande pourquoi elles sont ostracisées, puisqu'elles ne semblent pas appartenir à quelconque culture hors de la norme et elles ne se revendiquent pas witches au effort comme les filles de l'original le faisaient. Mais bon, parfois le harcèlement il a pas de logique. Parfois ça tombe sur n'importe qui, donc en soi c'est pas un souci pour moi. Et ok, je suis d'accord avec les com Letterboxd qui comprennent pas pourquoi elles sont pas goth, mais allez, abusez pas, c'est pas ça qui gâche un film. L'un des plus grands changements de cette version, c'est la situation avec Chris. Ici, Timmy, il est carrément un bully. Les filles décident donc d'aller chez lui, dans sa chambre, pour lui jeter un sort. Elles ont pas trop l'air de savoir ce qu'elles veulent qu'il se passe, et même si Lily, elle est pas trop chaud au début, elle va quand même se joindre au truc. Le lendemain, on a un Timmy qui est transformé, qui est ouvert aux questions de genre, aux problématiques patriarcales, et donc, comme elles le disent elles-mêmes, un Timmy woke. Même si je vois l'idée générale de la réalisatrice avec ça, je sais pas trop si j'aime l'exécution. C'est que mon avis bien sûr et mon ressenti, mais j'ai l'impression que du coup c'est aux femmes de bosser pour que les mecs s'ouvrent enfin à ce genre de problématique, ce qui est quand même un peu gros. Et puis Lily, elle aime bien woke Timmy, alors il y a une espèce de romance un peu chelou qui se développe entre eux, alors que, pour rappel, le gars il est comme ça sans son propre consentement, hein. Bref, on a des choses intéressantes, comme la biphobie internalisée de Timmy, justement, qui explique un peu pourquoi il se comporte de cette façon, même si bien sûr ça n'excuse rien. Ça, plus le fait que le beau-père de Lily est un gros mascu qui écrit et donne des conférences sur la soi-disant crise de la masculinité. Et on a effectivement une grosse thématique du film, en plus de la question de qui a le pouvoir dans notre société, spoiler les hommes. Ici, on parle du fait que la masculinité et les rôles sociétaux et sociaux attachés à elle imposent des comportements aux hommes et en condamnent d'autres, comme justement des sexualités qui sortent de la norme hétéro. Mon problème avec le film, c'est que tout est dit littéralement avec de gros sabots et en même temps, ces problématiques intéressantes, elles prennent tellement de place qu'elles écrasent totalement les personnages féminins qui peinent du coup à se construire dans cette histoire. Timmy finit par mourir, mais ce ne sont pas les sorcières ici qui sont les coupables. Tout laisse d'abord penser au suicide, ce qui fait énormément réfléchir les filles qui se sentent coupables. J'aime le fait qu'elles soient elles-mêmes responsables de leur retrait de pouvoir magique parce que ça montre une agentivité, mais on se rend compte qu'en fait, leur sœur c'est pas le coupable et que la menace n'est autre que le gros macho David Duchovny
qui cherchent à absorber les pouvoirs des sorcières. Ça mène à une scène de combat où elles finissent littéralement par brûler le patriarcat, et au lieu de se battre l'une contre l'autre, elles se battent ensemble, ce qui est plutôt cool, mais finalement, qu'est-ce qu'elles ont appris? Et alors la fin avec le lien à l'original qui se voit venir à 1000 km, bon, j'ai un peu roulé des yeux, j'avoue. Donc oui, on est sur une histoire qui veut dénoncer et détruire le patriarcat. Mais finalement, ces jeunes femmes, elles n'ont pas de personnalité, pas de background, pas de motivation propre. Il n'y a pas vraiment d'enjeu, elles apprennent pas grand-chose, même la sorcellerie a l'air si simple à maîtriser qu'elle n'est pas tant mise en avant, malheureusement. Pour un film sur des sorcières, c'est un peu bizarre. Le charme de l'original, il est totalement effacé derrière un commentaire très, et pour moi, un peu trop présent, qui, comme je l'ai dit, ne laisse pas de place à ces personnages féminins. Et c'est vraiment ce qui manque à cette version. Les personnages dans l'original, elles ont leurs propres désirs, leurs propres envies, motivations et faiblesses, alors qu'ici c'est vraiment pas le cas et c'est super dommage. C'était ça aussi qui, je trouve, faisait le charme de The Craft. The Craft a eu une influence majeure de par son style mystique et gothique. Il fait un focus sur les bonnes intentions mises dans la pratique de la magie, tout en montrant le pouvoir assez fort que cette magie peut apporter dans nos vies. Physiquement en nous aidant à mieux se sentir dans notre corps, et psychologiquement en ayant une puissance sur notre santé mentale. Pourtant, le film condamne certains pouvoirs et de ce fait limite les femmes qui se décident à explorer la sorcellerie et avec la vengeance et la violence. Ces faiblesses ont trouvé des réponses dans Legacy, mais on ne retrouve pas ces forces dans cette relecture. Il faudrait un autre coup d'essai pour leur faire honneur et les laisser pleinement tout brûler en sororité en leur permettant d'avoir leur propre identité, autonomie et pouvoir d'agir. Et voilà mes chers ghouls, c'est tout ce que je voulais dire sur The Craft et The Craft Legacy. J'espère que vous avez apprécié cet épisode automnal. Oui, la règle ici, c'est que dès que septembre commence, l'été est fini. J'aimerais beaucoup avoir vos avis sur ces films, alors n'hésitez pas à commenter ou à m'envoyer un message sur les réseaux. On se retrouve dans 2 semaines pour encore parler de sorcières avec d'autres films. À bientôt!